Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire le corrigé de l'automatisme d'avant les vacances, j'espère que vous passez de bonnes vacances d'ailleurs. Ceci pour la révision du DS, donc ici vous avez un premier exercice sur les matrices et un deuxième et un troisième sur les suites. Donc dans ce premier exercice nous allons déterminer les puissances successives de A. Alors A étant cette matrice, on vérifie dans la première question que la matrice le polynôme suivant est un polynôme annulateur de A, donc on doit calculer P de A. Et P de A, vous remplacez x par A, donc ça fait A carré, moins 6A, et la constante ici devient 9i3. I3 étant la matrice, hein, voilà, de même dimension que A. Vous pouvez faire les polynômes, calculer des polynômes de matrice que lorsque la matrice est carrée, sinon c'est impossible de faire une puissance A si la matrice n'est pas carrée. Une fois le calcul fait, on se rend compte que c'est la matrice 0, 0, 0, donc la matrice nulle. Donc c'est un polynôme annulateur, et on va utiliser ce polynôme annulateur pour déterminer les puissances de A. Donc en deuxième question, on doit déterminer les racines de P, ici P de x a une racine, P a une racine double qui est 3. Donc on trouve delta égale à 0, on trouve la racine qui est 3. Et une remarque en passant, c'est que P' de x sera égal à 2 facteurs de x moins 3 au carré, puisque c'est U' puissance n, U puissance n, la dérivée c'est n, U', la dérivée de x moins 3 c'est 1, fois U puissance 2 moins 1, donc 1. Donc on a aussi P' de 3 qui est égal à 0, de toute façon on verra plus tard que comme 3 est racine double, on a P et P' qui s'annulent en 3. Alors, on va utiliser ces propriétés pour trouver l'expression de x puissance n sous la forme P de x fois Q de x plus alpha n x plus bêta n. Il nous faut alpha n et bêta n. Alors, dans un premier temps, on dérive cette expression. Voilà. Pour trouver, alors c'est le dérivé d'un produit, hein, ici, pour trouver une expression de alpha n. Effectivement, parce qu'ici, quand je dérive, j'obtiens plus alpha n. La dérivée de bêta n est nulle. Et ici, si je remplace x par 3, j'obtiens ceci. P' de 3, ça vaut 0. Peu importe ce que fait Q de 3 ou Q' de 3, puisque P de 3 et P' de 3 valent 0. Donc on a trouvé alpha n. Alpha n vaut n fois 3 puissance n-1. Pour bêta n, on utilise cette expression et on remplace ici x par 3, comme c'est racine double. On a P de 3 qui vaut encore 0, hein, toujours, Q de 3, plus alpha, alpha n fois 3, plus bêta n. Donc on a bêta n qui vaut 3 puissance n, moins 3 alpha n, et on remplace et on trouve l'expression de bêta n. Alors maintenant qu'on a trouvé l'expression de alpha n et de bêta n, et l'expression de x puissance n sous cette forme, il suffit simplement de remplacer x par a, et on obtient a puissance n égale p de a fois q de a, plus alpha n, grand A, plus bêta n, et là les petits pièges, hein, bêta n c'est une constante, pour signifier quelque chose, il faut remplacer bêta n par bêta n i3, i3 étant la matrice identité, hein, toujours la même. Voilà, donc ici, P de A, comme c'est un polynôme ça vaut 0, donc j'obtiens alpha n A plus bêta n I3. On pourrait finir le calcul et remplacer A par son expression, bêta I3 par son expression, et remplacer au niveau des coefficients. C'est ce que j'ai fait dans le corrigé, et voilà l'expression qu'on obtiendrait. Vous voyez, on a l'expression ici, j'ai remplacé alpha n et bêta n par son expression, A et B par leur expression, et je trouvais cette expression pour A puissance n. Voilà comment on procède avec la méthode par polynôme annulateur. Pour la deuxième question, nous allons procéder par binôme de Newton. Alors pour cela, on introduit la matrice B égale à ceci. Donc A sera égal à
B plus 3 I3. Et lorsqu'on va prendre a puissance n, on va pouvoir appliquer le binôme de Newton. Le binôme de Newton pourra s'appliquer parce que on peut appliquer, donc il faut écrire en toutes lettres, on peut appliquer le binôme de Newton car B et 3i commutent. Voilà. Donc, binôme de Newton, on a le droit de l'appliquer. Alors, avant d'appliquer le binôme de Newton, on détermine d'abord B, on calcule B carré et on trouve 0. Une fois qu'on a trouvé B carré égale à 0, ça veut dire que pour tout entier supérieur ou égal à 2, B puissance K égale à 0. Enfin, la matrice. Donc ici, si j'applique le binôme de Newton, je vais de K égale 0 jusqu'à n des K parmi n, c'est toujours la même formule, hein. B puissance K fois 3i3 à la puissance n-K. Comme les B sont nuls à partir de 2, donc ceci, où il ne reste plus que le terme en 0 et le terme en 1. Donc 0 parmi n, B puissance 0, c'est-à-dire i3, et là, ça va me faire 3 puissance n, i3. Et le terme en 1, donc je remplace K par 1, B, et puis ceci, alors ça nous fera 3 puissance n-1, puisque K vaut 1, et fois B. Le i3, ben, il saute, hein, puisque fois B, ça fera B. Et cette expression, on sait calculer ceci, ça fait 1, donc ça fait 3 puissance n i3, plus, ici, ceci, ça fait n, voilà. Et si on remplace i par i3 par la matrice identité et b par son expression, on retrouvera l'expression qu'on a trouvée dans la première question. Voici là donc la deuxième méthode qui consiste à utiliser le binôme de Newton. Et ce que vous avez oublié pour la plupart, c'est ceci, du fait que B et 3i commutent, on a le droit d'utiliser le binôme. Si vous ne précisez pas ça, vous n'avez pas fait les choses correctement. Alors j'en profite pour faire tout de suite la troisième question. La troisième question utilise le polynôme annulateur pour déterminer la matrice inverse de A. Donc le polynôme annulateur, c'était ceci, égal à 0. On place le i3 de l'autre côté. Donc moins 3, moins 9 i3. On factorise par A ici. Donc la factorisation par 3, hein, faites attention, il faut que j'ai le droit de faire la différence. Hein, donc il faut ici mettre pas un 6 tout seul, mais 6 fois i3. Si je développe, hein, ça fait moins 6a et a carré. Je divise par moins 9 et j'obtiens i3. Donc là, j'obtiens a-1 et j'obtiens aussi le fait que la matrice A est inversée. Certains ont fait le déterminant de A et ont trouvé un déterminant de A différent de 0. Donc, A inversible, c'est très bien aussi. Alors, on a déterminé 3, on peut remplacer A par son expression, I3 par son expression, faire le calcul et obtenir l'expression de A-1. Pour l'expression de A-1, vous devrez le corriger. Ensuite, nous allons passer donc à l'exercice 2 qui est sur des suites adjacentes définies de façon imbriquée. C'est-à-dire que un plus 1 et vn plus 1 sont fonctions de un et vn. Voici donc la définition des suites un et vn. Et on doit d'abord démontrer que wn, défini comme vn moins un, est une suite géométrique. Donc on écrit wn plus 1, et à la fin, on devra trouver quelque chose fois q fois wn. Donc la première étape consiste à remplacer wn plus 1 par vn plus 1 moins un plus 1. Ensuite, on remplace par ça, on met sous le même dénominateur, et je vais vous montrer. Et voici donc ce que l'on obtient après calcul. Mettre sous le même dénominateur, on obtient ceci. Écrivez bien cette expression, hein, ne vous arrêtez pas là, il y en a plusieurs qui se sont arrêtés là. Donc Wn est une suite géométrique de raison 1/8. Le premier terme, c'est facile.
Et on a donc Wn qui est toujours positive, puisque si on écrit l'expression, hein, Wn, c'est Wn, c'est Q puissance n W0, c'est la formule. Donc ici, Q puissance n, c'est 1 huitième à la puissance n, fois W0. W0, c'est U0 moins, V0 moins U0, donc 4. Donc on obtient 4 sur 8 puissance n. C'est toujours positif et on vous demandait le signe de Wn dans la question. Donc on a répondu à la question. Ensuite, une fois qu'on a Wn positif, ça va nous servir pour déterminer les variations de la suite UN et de la suite Vn. Voilà comment on va procéder. Alors voilà, donc pour démontrer que UN et Vn sont adjacentes, il va falloir d'abord étudier les variations de UN. Donc on va faire UN plus 1 moins UN. On remplace UN plus 1 par cette expression. Et une fois qu'on a remplacé UN plus 1 par cette expression, on obtient une expression qui dépend de Wn. Puisqu'ici, en mettant sous le dénominateur, on obtient 5 moins 8 UN, donc ça fait moins 3 UN, plus 3 VN sur 8. On voit qu'on peut factoriser par 3 huitièmes et on obtient Vn moins Un. Ceci, c'est Wn. Comme on a montré que Wn était positif, ici, ceci est positif et Un est croissante. Un même calcul pour Vn nous montre que Vn va être égal à moins 1 demi de Wn. Vn plus 1 moins Vn va être égal à moins 1 demi de Wn, ça va être négatif, et Vn décroissante. Pour montrer qu'elles sont adjacentes, on a déjà étudié les variations de Un, de Vn, elles sont toutes les deux monotones et de sens inverse. Donc on n'a plus qu'à montrer maintenant que Vn moins Un tend vers 0. Vn moins Un, il se trouve que c'est Wn, qui tend vers 0 parce que sa raison est inférieure en valeur absolue à 1. Voilà. Car la raison de Wn est inférieure en valeur absolue strictement à 1. Donc on a montré les trois éléments qu'on doit démontrer pour dire que UN et Vn sont adjacentes. Donc UN et Vn sont adjacentes et on peut donc utiliser le théorème sur les suites adjacentes. Donc ce théorème nous dira que UN et Vn convergent, un premier résultat, et un deuxième résultat, elles convergent vers la même limite. Non seulement elles convergent, mais en plus elles ont même limite. Donc ça c'est indispensable. De bien avoir démontré les trois éléments nécessaires, hein, UN croissante, Vn décroissante, et la différence tend vers 0. Sinon, on ne peut pas conclure. Alors, dans la question 3, on vous demande de trouver l'expression de UN. Or, on a montré que UN plus 1 moins UN était égal à 3 huitièmes de Wn. On va utiliser ceci et un télescopage. Alors, ce télescopage, c'est simple, hein, si je fais la somme de ces éléments, vous pouvez les écrire les uns sous les autres, regardez tout ce qui s'élimine. Ici, pour k égale n plus 1, ça me fera n moins 1, pour k égale n moins 1, pardon, ça fera n moins 1 plus 1, donc un. Et le premier terme, c'est u0. Donc voilà le télescopage. De l'autre côté, on a 3 huitièmes de la somme des Wn. Comme c'est une suite géométrique, on connaît l'expression de la somme. On a premier terme, donc 4 fois 1 moins q puissance le nombre de termes, c'est-à-dire puissance n, sur 1 moins q. Voilà l'expression. Alors je l'ai simplifiée dans le corrigé, vous regarderez. Ensuite, ça tend vers 0. Donc après, on a la limite de Un qui va être ceci, plus U0 qui vaut 1. Vous regarderez corrigé pour cela. Donc on passe maintenant à l'exercice 3. Alors pour cet exercice 3, on a une suite qui est définie de cette façon-là, x0 qui vaut 10, et xn plus 1, c'est racine carrée de xn plus 12. Certains ont fait la représentation graphique de cette fonction, et ils ont dit 10, u0, x0, x1, x2, et en fait on a décroissance, et ça tend vers, la suite xn tend vers 4.
C'est pas du tout cette option qu'on avait choisie, hein, mais c'était déjà bien de savoir comment ça se passait. Et donc, tout de suite, ben, ils avaient une idée plus précise de ce qu'il fallait qu'ils fassent, hein, de la limite, etc. Et ensuite, ils ont répondu aux questions de l'exercice. Donc voilà comment nous avons procédé. Alors dans une première question, il fallait dériver cette expression. C'est la dérivée de racine de u. C'est u' sur 2 racines de u. Donc ici, la dérivée de x plus 12, c'est 1 sur 2 racines de x plus 12. J'en profite pour faire la dérivée seconde. On en a besoin plus tard. Enfin, certains ont fait utiliser cette méthode plus tard. Et ici, il faut utiliser la dérivée de u puissance alpha prime, ce qui est alpha u prime u puissance alpha moins 1. Alpha ici, c'est moins 1 demi, puisque c'est 1 sur racine de x plus 12. Racine, c'est puissance 1 demi, donc c'est x plus 12 puissance moins 1 demi. Quand on dérive, on se retrouve avec dérivée donc, de ceci, qui est égal à alpha, c'est-à-dire moins 1 demi. Facteur de u', c'est toujours 1, fois u puissance, donc u c'est x plus 12, à la puissance moins 1 demi moins 1, donc moins 3 demi. Voilà. Qui est aussi égal à moins 1 sur 2 x plus 12 puissance 3 demi. Donc si je remplace ici, ça fait 1 sur 4, x plus 12, enfin moins 1 sur 4, x plus 12 puissance moins 3 demi. Alors, toujours est-il que le tableau de variation de f, très simple puisque c'est positif, donc le tableau croissant. Ici, en 0, on obtient racine de 12. En 4, on trouve 4. En plus infini, on trouve plus l'infini. Voilà. Et pour f', c'est négatif. Alors j'ai fait autrement dans le corrigé, hein, vous verrez que c'est beaucoup plus court hein, ce que j'ai fait, puisqu'il n'y a pas besoin de faire f seconde. Mais là j'ai tenu à faire f seconde parce que ça me permet de vous rappeler comment dériver ce type d'expression. Alors ici c'est donc négatif, c'est donc décroissant. Et sur 4 plus infini, en 4 on a racine 1 huitième, pardon, 1 huitième. Voilà. Et ici, 0. Donc, quel que soit x appartenant à 4 plus infini, f' de x est compris entre 0, enfin même strictement compris entre 0 et inférieur ou égal à 1 huitième pour tout x appartenant à 0,4. Alors ici, d'après le tableau de variation, on a ceci. On a montré par récurrence, et ça a été bien fait, donc je ne vais pas corriger cette question, que quel que soit x appartenant à grand N, xn supérieur ou égal à 4, voilà. Donc on va pouvoir appliquer l'inégalité des accroissements finis sur 4 plus infini, puisque xn est supérieur ou égal à 4, donc il est bien sur l'intervalle. Alors l'inégalité des accroissements finis, il faut le citer. On dit donc, après avoir montré ça, hein, juste après ça, on a rappelé ceci. Donc, l'inégalité des accroissements finis, l'inégalité, et il faut l'écrire en toutes lettres, des accroissements finis. Voilà, je ne vais pas l'écrire en toutes lettres, mais voilà comment il faut faire. Quel que soit x, y appartenant à l'intervalle qui est là, il faut être bien propre. Hein. Vous ne pouvez pas vous contenter de dénoncer une partie du théorème. Hein. Donc, d'après l'inégalité des accroissements finis, quel que soit x, y appartenant à 4 plus infini, on a f de y moins f de x en valeur absolue inférieur ou égal à y moins x fois 1 huitième. Voilà. Alors, dans la mesure où c'est vrai pour tout x, y appartenant à 4 plus l'infini, donc plus supérieur ou égal à 4, on peut l'appliquer pour x égale 4. On pose x égale 4 et y égale xn, en rappelant bien que xn est supérieur ou égal à 4. Et donc, on a le droit d'appliquer l'inégalité des accroissements finis. On obtient donc f de xn
moins, je remplace y par xn, f de xn moins f de 4 inférieur ou égal à 1 huitième de xn moins 4. Voilà. Ceci pour tout n. Voilà ce qu'on a obtenu pour tout n. Alors, une fois qu'on a montré ce résultat pour tout n, appartenant à un grand n, on va pouvoir procéder par récurrence pour montrer l'inégalité que l'on souhaite démontrer, qui est cette inégalité-là. On va montrer cette inégalité par récurrence. Alors, j'ai oublié de préciser ici que ceci, donc, j'ai oublié de préciser, donc, quel que soit n appartenant à grand n, ici, f de xn, c'est xn plus 1. F de 4, c'est 4. Inférieur ou égal à 1 huitième de xn moins 4. Et on aura besoin pour l'hérédité, lorsqu'on va démontrer ceci par récurrence. Donc, au rang 0, c'est évident, puisque l'initialisation, on a x0 moins 4 qui est égal à 10 moins 4, qui est égal à 6, qui est inférieur ou égal à 6 sur 8 puissance 0, puisque ça fait 6. Donc P0, correct. Alors pour l'hérédité, toujours pareil, soit n appartenant à un grand n, supposons Pn vrai. Donc à ce moment-là, on a xn plus 1 moins 4, on applique ce qu'on a montré ici, pour tout n. Ici, ceci, par hypothèse de récurrence, c'est inférieur à ça. Donc, ça, c'est inférieur à 1 huitième fois ceci, et qui est égal à 6 sur 8 puissance n plus 1, ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a Pn implique Pn plus 1, donc Pn implique Pn plus 1. On a montré par récurrence que ceci est vrai pour tout n. Alors, 6 sur 8 puissance n tend vers 0. Rappelez que 1 huitième est inférieur strictement à 1. Et donc, xn moins 4, ça, ceci, pardon, si ça tend vers 0, ça veut dire que ça tend vers 0. Donc, xn tend vers 4. Voilà pour se corriger. Je vous conseille bien évidemment de bien le travailler pour le DS. On va s'arrêter là.